Et donc les promoteurs immobiliers qui ont vendu, on a les chiffres pour le troisième trimestre et même sur les 9 mois de l'année, 30% de logements neufs vendus en moins cette année. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. On a un secteur donc du neuf au global, construction, promotion, qui s'enfonce toujours dans la crise. Le fond de la piscine n'est toujours pas atteint. Non, et il est probable qu'il ne soit pas atteint tout à fait encore dans les prochains mois, en tout cas que la dégringolade continue. Année cataclysmique, pardon, le terme est du président de la Fédération des promoteurs immobiliers qui parle d'année cataclysmique. Et la question, c'est de se dire, mais quand est-ce qu'on verra une éclaircie? Moi, je ne vois pas trop. Certains disent en 2024, en même temps, il n'y a pas de... les taux ne vont pas baisser au mieux, taux d'intérêt, avant mi-2024 en zone euro. Les contraintes liées aux normes environnementales sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas prêtes de bouger. Il y a toujours l'inflation sur les matériaux et compagnie. Les maires ne vont pas se mettre à délivrer des permis de construire en masse. Moi, à court terme, je ne vois pas d'amélioration rapide à l'horizon. En 2024, vous avez raison, et même, en fait, on va avoir un peu la continuation de l'étau qui s'est resserré sur la construction, ou de la tempête parfaite, comme on dit en anglais, dans lequel il y a une conjonction de facteurs qui viennent s'additionner les uns aux autres. Alors c'est quoi cette tempête parfaite? Alors cette tempête parfaite, d'abord, vous l'avez dit, les taux d'intérêt, mais rappelons quand même, on est passé d'une période de taux d'intérêt très bas à une période de taux d'intérêt plus élevée. On est passé des taux directeurs. Oui, mais ça plafonne aujourd'hui. Ça plafonne, mais ça joue en plein sur le pouvoir d'achat des ménages. Et la construction, à la fin, c'est les ménages qui achètent. Ou pas, et en fait ils achètent ou pas en fonction de ce qu'ils peuvent emprunter à la banque. On sait que la production de crédit, elle s'est effondrée. Et 45%. 45%. Et en plus, ce qu'on mesure toujours mal, c'est que, en fait, si vous voulez, on est revenu en gros à la production de crédit d'il y a 10 ans, mais il y a plus de ménages aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc en fait, en production de crédit par ménage, on est aujourd'hui à un point bas qu'on n'a jamais observé dans l'histoire de la production de crédit. Donc c'est quand même peut-être au moment de la grande crise de 91-92, précisément au moment où il y a eu une remontée des taux d'intérêt très fort, rappelez-vous, la réunification allemande et la lutte contre l'inflation. Oh là, on revient beaucoup en arrière. Il y a une crise à la fois de l'offre et de la demande. Donc ça c'est déjà un bel événement qui vient mettre le secteur de la construction à mal. Alors ensuite, vous l'avez dit, il y a aussi l'augmentation des coûts qui est portée par plusieurs choses. L'inflation des matériaux, des matières premières. Même si ça s'est un peu retombé, mais ça a quand même bien mangé les marges de la construction. Alors vous savez, en plus la construction, ils ont toujours un petit problème, hein, c'est qu'ils font un devis, et puis ensuite ils exécutent, et il y a souvent plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, entre le moment où vous faites le devis, qui est ferme, et la facturation, qui est à la livraison, surtout quand vous avez des retards dans la livraison. Mais en temps normal, c'est pas très grave, parce que vous savez que vos matériaux, vous pourrez les acquérir. Mais quand les matériaux peuvent prendre 20%, 30%, ou même doubler ou tripler c'est plus le cas aujourd'hui. Dans la période, non, mais par contre, ça a mis des entreprises de construction dans le rouge complètement, parce qu'elles ont dû exécuter des devis avec des prix qui ne correspondaient pas. Donc ça c'est un point. La hausse des matériaux, vous l'avez dit, elle s'est plutôt tassée, mais on n'est pas redescendu à des niveaux de prix plus bas, qui permettrait en fait le mécanisme inverse, c'est-à-dire de refaire faire des marges à la construction. Donc il y a toujours cette tension de ce côté-là. Et puis la hausse des prix, c'est un peu moins de demande, parce que les gens, ils rognent un peu sur les budgets. Ils ne construisent plus une piscine, ils ne construisent plus une terrasse, ils attendent, et ça c'est un peu moins d'activité pour la construction. Il y a les normes environnementales qui augmentent les coûts. Alors, du point de vue du consommateur, c'est pas si net que ça augmente le coût. Parce que pour lui, derrière, il y a une baisse de facture énergétique. Et donc, il va payer un peu plus cher sa maison aujourd'hui. Mais il a des frais d'utilisation qui seront plus bas, des coûts d'utilisation qui seront plus bas. Il aura aussi un potentiel de revente qui sera plus élevé. Rappelez-vous aussi ce qui se passe sur les passoires énergétiques, qui, elles, sont massacrées sur le marché immobilier. Donc cette crise du logement, une fois qu'on a dit tout ça, c'est à la fois les prises en tenaille, en étau, entre un problème d'offre, on ne produit pas assez, un problème de demande, la demande qui s'est étiolée avec une perte de solvabilité de 20-25% en 2 ans du pouvoir d'achat immobilier des Français. Donc ça a plongé. Ça a plongé et ça met... Sans que les prix plongent, on parle encore une fois, ça qui est dingue, parce que autant les prix commencent à baisser dans l'ancien, autant dans le neuf, les prix augmentent toujours. Les prix augmentent toujours parce qu'ils sont quand même poussés par ces facteurs, ces facteurs de raréfaction du foncier. On n'a pas parlé de la zéro artificialisation nette, mais c'est ça qui contraint un peu les maires. Bon, les maires en plus sont toujours extrêmement frileux pour délivrer des permis de construire,
parce que c'est toujours compliqué, mais là, avec la zéro artificialisation nette, de toute façon... Et puis avec la suppression de la taxe d'habitation aussi. Et la suppression de la taxe d'habitation... On ne s'en rend pas compte, mais ça ne pousse pas non plus... Mais non, parce que c'est un mécanisme en moins, et même, en fait, voilà, l'idée c'est que vous êtes compensé sur la taxe d'habitation l'année de sa suppression, et quand la population augmente, on ne vous augmente pas la compensation. Et voilà. Et donc, le maire, il n'a pas du tout intérêt pour ses finances publiques à augmenter sa population. Et donc, du coup, oui, il ne délivre pas de permis de construire, parce qu'il a d'autres choses à remplir de l'autre côté, et que ce n'est pas son problème. Et donc, on ne produit pas assez. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une raréfaction des terrains existants, donc les prix montent, et ça, en fait, quand les prix montent... C'est peut-être un vrai sujet, pardon, on aurait dû commencer aussi par ça. Le prix du foncier. Et le prix du foncier, oui, il monte parce qu'il y a raréfaction. Et ça, c'est toujours à l'avantage des propriétaires des terrains. Et c'est eux aussi qui votent dans les communes. Donc, voilà, on a basculé il y a deux équilibres, en fait, dans les communes. Soit vous ne construisez pas, vous êtes malthusien, vous laissez les prix monter, vous satisfaisez les existants, les propriétaires existants, et puis vous vivez sur la taxe sur les transactions et un peu sur la taxe foncière. Soit vous êtes dans des zones en expansion, vous récoltez la taxe professionnelle, vous récoltiez, parce que c'est au passé maintenant, la taxe d'habitation, vous aviez des ressources en plus qui permettaient de financer des programmes, vous faisiez de la promotion, vous pouvez avoir de la rétention foncière et la délivrer petit à petit, encaisser des plus-values sur le foncier. Donc, mais ça, cette stratégie, elle est pratiquement plus possible aujourd'hui, elle est plus solvable, elle a été bien limitée par les différentes suppressions de taxes. Et donc, oui, on voit une raréfaction, ou en tout cas plus de difficultés à avoir les permis de construire. Avec un gouvernement, pardon de revenir au sujet, même si on est dans le sujet, le gouvernement qui a fait sauter, encore une fois, ce dispositif Pinel qu'on pouvait critiquer, qui aurait pu supprimer, m'ont dit, des promoteurs immobiliers d'aide à l'achat pour les propriétaires bailleurs, mais qui arrive au pire des moments. On aurait pu supprimer le Pinel quand tout allait bien et supprimer un dispositif fiscal d'aide, encore une fois, à la fabrication de logements neufs quand tout va mal. Se pose quand même la question du timing. C'est ça. Justement, on se dit quoi? Parce qu'on ne produira pas assez évidemment de logements par rapport... Alors, j'ai 500 000 besoins de logements neufs en France, on ne sera même pas quoi... C'est le chiffre le plus... consensuel. Non, mais ce chiffre est probablement, parmi tous les chiffres qu'on utilise dans le débat public, un de ceux qui a le moins de signification. En fait, ça ne veut rien dire 500 000 besoins de logements. D'ailleurs, on l'avait fait à l'époque, par exemple, des dispositifs Robien en disant on va construire des logements à Montauban. En fait, on se rend compte que quand on construit des logements à Montauban, on fait des logements vacants, vides et qui n'ont plus de valeur. Dans un logement au bon endroit. Voilà, mais c'est quand même... Et du coup, combien de logements à quel endroit est une question On n'en produit pas assez aujourd'hui de logements. Alors, on sait que globalement, on n'en produit pas assez. Et c'est ça d'ailleurs la seule raison d'éclaircie qui finira par arriver dans la construction. C'est que là, il y a la tempête parfaite où il y a tous les facteurs qui jouent négativement qui se sont alignés. Mais il y a une chose qui reste claire, c'est qu'il y a un besoin de construction. Et les plans qui consistent à dire on va utiliser le bâti existant, le rénover et mettre les gens dedans, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, le bâti existant qui est libre et qu'il faudrait rénover, il se trouve dans des endroits où personne ne veut aller. Ouais. Et voilà, et donc il faudra construire. Donc l'éclaircie, elle vient d'où, encore une fois? Parce que c'est une année catastrophique, encore une fois. L'éclaircie, elle vient de ce que... construction, pour le logement des Français. Du côté de la politique monétaire, on va finir par revenir à la normale. On va avoir des baisses de prix. Malgré tout. Bah oui, parce que... En neuf? Bon. Bah oui, mais simplement parce que le foncier... Bah si, parce que le foncier va quand même finir par baisser. Je veux dire, l'argument de rareté du foncier, il vaut un temps, mais s'il n'y a pas de demande, vous pouvez garder votre foncier. Le seul moyen que les prix baissent, c'est de construire plus. Et là, on revient à un point de départ, plus de permis, un foncier moins cher, etc. Aujourd'hui, ce qui limite beaucoup la baisse des prix dans le neuf, c'est le fait qu'il y a beaucoup de promoteurs qui portent des projets, qu'ils ont valorisés à un certain prix pour leur équilibre économique et qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas baisser les prix sur ce neuf déjà produit qui s'accumule dans les stocks et qui n'est pas vendu, mais pour le moment, ils ne baissent pas les prix, parce que s'ils baissent les prix, ils encaissent des pertes. Délai de vente du neuf, c'est 20 mois en France, en moyenne. Voilà, mais il va y avoir un moment où les vannes vont s'ouvrir, parce que vous pouvez garder cette production, mais pas indéfiniment. Alors, évidemment, la traduction de ça, c'est qu'il y a un stock énorme de neuf non vendu, et donc on n'en construit pas du nouveau. Donc c'est sûr que du côté de la construction, là, le ciseau, il s'est refermé, et que... Mais, bon, donc ça repart quand? Ça repart quand il y aura une baisse des prix, y compris dans le neuf. Mais pour ça, il va falloir que les promoteurs qui ont du stock
soit ils finissent par écouler leur stock, soit ils acceptent une baisse des prix. Quand on va resolvabiliser la demande par des taux d'intérêt qui seront un peu plus bas, et puis, il ne faut pas oublier, je veux dire, si les taux d'intérêt ont augmenté, c'est parce qu'on est en période d'inflation. Donc oui, les taux d'intérêt, ça limite le pouvoir d'achat des ménages, mais il y a quand même un facteur qui joue positivement, c'est l'augmentation des salaires, qui va aussi venir progressivement. Je veux dire, tout ça s'est passé très très vite. Donc l'inflation est repassée en dessous de l'inflation en termes de croissance des salaires. L'inflation des prix est passée en dessous de l'inflation des salaires, et donc on va avoir des gains de salaire réels. Et ça, c'est du pouvoir d'achat. Vous voyez, donc ça va finir par resolvabiliser un certain nombre de ménages. Et puis ensuite, on va aussi se rendre compte petit à petit qu'on a construit une machine un peu infernale en termes de construction, qu'il y a des besoins qui sont très forts, et donc qu'il va falloir réactiver de la construction. Alors peut-être de la construction un peu différente de celle d'aujourd'hui, je veux dire... l'époque de la maison individuelle en périphérie de petites villes où on utilise sa voiture pour se rendre à son travail ou à l'école de ses enfants, peut-être que cette époque elle est un peu derrière nous et qu'il va falloir construire différemment dans des espaces urbains de nature un tout petit peu différente. Mais voilà, il faudra quand même construire parce que en fait, cette transition elle se fera sur du neuf qui est construit au bon endroit. Au bon endroit. En quantité suffisante. Après, pour les Français, j'ai retrouvé ce sondage, il date du mois de mars de l'IFOP. 74% des Français estiment qu'accéder à la propriété immobilière sera bientôt un produit de luxe. C'est évidemment le poids dans le budget du logement, mais cet accès à la propriété semble de plus en plus réservé à une élite, et c'est un sujet de société, c'est un sujet politique. On peut discuter aussi de la réaction du gouvernement face à cette crise, encore une fois, du logement. Exact. Alors, je pense que ce n'est pas vraiment un sujet, c'est pas vraiment un bien de luxe, c'est un vrai problème intergénérationnel, en fait. C'est-à-dire que c'est plus les nouvelles générations qui ont beaucoup de mal à accéder à la propriété. Il ne faut pas oublier que les générations précédentes, la contrepartie quand même de la difficulté de la génération actuelle, c'est qu'ils encaissent des plus-values considérables. Alors on les entend moins dire c'est génial la propriété, on encaisse des plus-values, surtout que généralement elles sont assez peu taxées, mais il y a quand même ça, il y a un petit peu de transmission à la nouvelle génération, par le biais de l'héritage. Bon, après ça donne beaucoup de pouvoir à l'ancienne génération sur la nouvelle génération, ça ne facilite pas l'émancipation et l'accomplissement de la nouvelle génération, donc c'est un vrai problème politique, mais je ne pense pas qu'il faille le regarder en termes de luxe, il faut vraiment le regarder en termes intergénérationnels. Il y a des luxes quand il faut payer et pour le coup, milliers d'euros au mètre carré, quoi. Oui, d'accord, mais et le poids que ça représente dans un budget. C'est exact. Donc c'est quelque chose qui est coûteux, qui est cher, qui devient une barrière, qui va plutôt être réservé dans la génération actuelle à ceux qui ont les revenus les plus élevés. Mais c'est quand même par rapport à la génération précédente que le contraste est criant. Et en termes de politique publique, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que l'enjeu, il n'est pas aujourd'hui de dire c'est pas notre problème ou il faut faire la rénovation ou je sais pas quoi. Il faut arriver à loger la nouvelle génération. Elle a besoin de ça pour accéder à l'emploi, pour accéder à... Et donc la solution, c'est la solution, c'est de bien réfléchir à ce qu'on veut faire en termes de construction aujourd'hui. C'est d'avoir un plan de développement urbain qui soit compatible avec la transition et qui ne repose pas sur l'arrêt de la construction et de la construction neuve. Voilà ce qu'il faut faire. Donc ça implique une réponse politique qu'on ne voit pas pour le moment. Qu'on ne voit pas pour le moment, mais la tension, elle est tellement forte et les besoins vont devenir tellement criants qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment ou à un autre, ça ne devienne pas un enjeu central. Voilà, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.